You're a real funny guy, aren't you? So are you. Le mec qui a créé l'agence touriste Eric Hunter, quel intérêt! Oui, mais Stephen J. Cannell n'était pas que ça. Si vous faites partie des spectateurs des années 80 à 2000, vous avez sûrement déjà vu ce type en train de taper sur sa machine à écrire et en retirer une feuille qui allait se déposer sur une pile en formant le C de son nom, Cannell Productions. À cette époque, il y avait d'autres grands producteurs de séries télévisées comme Aaron Spelling, Starsky et Hutch, Drôle de Dame, Glenn Larson, Manimal K2000, Steven Bochco avec Capitaine Furio et La Loi de Los Angeles. Mais Stephen J. Cannell était le premier qu'on voyait à l'écran, c'est ce qui lui donnait tout de suite un côté sympa, tout en le montrant comme un bosseur acharné, ce qu'il était, et voici 5 raisons de l'aimer en survolant son immense carrière. Stephen J., pour Joseph, le prénom de son père, naît le 5 février 1941 à Los Angeles. Il grandit au sein d'une famille aimante et travailleuse. Son père tient un magasin de décoration d'intérieur qui marche du tonnerre. Le jeune Stephen retiendra cette volonté d'entreprendre et de créer son propre business. Après avoir obtenu un diplôme baccalauréat S-Sciences en journalisme à l'université de l'Oregon, il travaille pour son père au magasin de déco car il vient de se marier et il doit subsister. Ce dernier, son père, voudrait qu'il reprenne son business, mais Stephen a une passion, l'écriture. Et donc tout son temps libre, il le passe à écrire, dévoré par les histoires qui naissent dans sa tête très féconde. Il adore le genre policier et va construire, sans encore le savoir, sa carrière autour de ça. Pendant quelques années, c'est la galère, il envoie ses scénarios aux studios de cinéma et de télévision, mais personne n'en veut. Jusqu'au beau jour où des producteurs de la série télé Opération Vol retiennent un de ses scénarios, même s'ils ne vont pas l'utiliser au final. Donc la série suit les aventures d'un escroc repenti campé par Robert Wagner 10 ans avant Pour l'amour du risque. C'était une série sympa et distrayante avec un escroc. Cannell semble fasciné par la figure d'escroc d'ailleurs, car c'est un thème qui reviendra souvent ensuite dans ses séries, dans $200 plus les frais, Baretta et Timide et sans complexe. Cannell donc a un pied dans le milieu du show business et il va vite faire décoller sa carrière chez le studio Universal. Grâce à un heureux hasard, il reçoit un coup de fil en 1971 des producteurs de la série policière Autopatrouille, Adam 12 en anglais, qui l'appelle pour lui demander d'écrire un scénario en 3 jours et qui serait prêt donc à être tourné le lundi qui suit. Habitué à écrire vite et surtout bien, Cannell s'exécute et fait le job. Les producteurs sont tellement contents de son boulot qu'ils le nomment responsable des scénarios et le voilà donc à 28 ans seulement à la tête d'un poste important. En parallèle, il continue d'écrire des scénarios puisque le studio Universal le paie et l'emploie pour ça. C'est lui qui écrira un des meilleurs épisodes de Columbo intitulé Subconscient en 1973 avec Robert Culp qui jouait le méchant. C'est un spécialiste des sciences du comportement qui essayait de maquiller un meurtre avec des images subliminales. C'est génial. Vraiment génial. Alors cette passion de l'écriture fait ensuite remarquer Cannell par un autre célèbre scénariste de producteur de télévision nommé Roy Huggins. Huggins avait créé 2 séries qui avaient cartonné dans les années 60, une western comique Maverick avec James Garner et Le Fugitif, une série dramatique avec David Janssen. Ensemble, ils créent et produisent ce qui reste, à mon humble avis, une des meilleures séries de détectives privés de toute l'histoire de la télévision, The Rockford Files, $200 plus les frais. On y suit les enquêtes de Jim Rockford, joué par James Garner, un détective privé très cool à qui il arrive toute une série de mésaventures. Et donc la série donne le reflet de la vie peu glorieuse du détective privé de base, qui vit dans une roulotte au bord de mer et est confronté à toute une série de crapules qui souvent le tabassent. Et d'ailleurs, la série Magnum, qui sera faite ensuite avec Tom Selleck, lui doit beaucoup. Et dans un des épisodes de $200 plus les frais, on retrouve Tom Selleck. L'épisode est mis en scène par Stephen Cannell. Gros succès public et critique pendant 5 ans pour cette série, avec plus d'une centaine d'épisodes et une pluie de récompenses, dont celle du meilleur acteur pour James Garner, qui gagne donc l'Emmy Award. En 1975, Cannell crée une autre série de détectives nommée Baretta avec Robert Blake, qui suit les aventures d'un flic de Los Angeles dans les bas-fonds. Il habite dans un hôtel miteux avec un perroquet et est un as du déguisement pour infiltrer toutes sortes de milieux criminels. Alors ce goût pour le déguisement, évidemment, on va le retrouver ensuite dans d'autres séries comme Timide et sans complexe et Agence Tourisque. En 1976, il s'inspire de la biographie du héros de guerre Greg Pepe Boyington pour créer la série de guerre Les Têtes Brûlées avec Robert Conrad en vedette. Elle suit les exploits d'une escadrille de pilotes de chasse pendant la guerre du Pacifique entre Américains et Japonais. Une série qui sera annulée au terme de sa première saison avant de revenir pour une seconde. Il y avait beaucoup d'humour et de bagarres et des femmes à partir de la saison 2. Vous êtes dingue!
Parmi les scénaristes engagés sur la série, on reconnaît le nom de Donald P. Belisario, qui sera ensuite le producteur et scénariste de Magnum, Code Quantum et NCIS. Mais il a aussi travaillé avec David Chase sur $200 plus les frais, et David Chase, c'est le futur créateur des Sopranos, ou encore Philippe Deguerre, qui a ensuite fait Les Petits Génies et Simon et Simon. Donc dans le milieu des scénaristes, effectivement, il y a cette tradition de réelle bienveillance. Ceux qui ont réussi prennent les nouveaux sous leurs ailes pour les former, puis les laisser prendre leur envol. I'm not thinking of myself as being the best writer I know. As a matter of fact, I always feel of myself that I'm a work in progress. And if you think that way, it allows you to grow, it allows you to continue to get better, and B, what it allows you to do is to keep some sense of perspective, because my success is all shared. Donc Cannell était assez peu payé malheureusement pour son travail de scénariste à Universal, mais comme c'est un malin, il réussit à négocier son contrat et il demande des sommes plus importantes pour écrire des pilotes de série. Heureusement pour lui, chaque fois qu'un pilote sera écrit, il sera acheté, donnera lieu à une série et ça va lui permettre de vivre plus confortablement de son métier. Cannell, à un moment, est lassé de travailler pour Universal, qu'il qualifie de marchand de saucisses, vu la quantité de séries créées à la chaîne. Cannell crée donc sa propre boîte de production en 1979, parce qu'il veut avoir le contrôle de ses créations, tout en travaillant sur les projets qui l'intéressent, et surtout rester propriétaire de ses propres productions. Ça demande de la réflexion. Et donc cet esprit d'entrepreneur l'emmène à devenir le patron de 450 personnes, des techniciens, des réalisateurs, scénaristes, assistants de production, coiffeurs, etc. Malheureusement, à 36 ans, il découvre qu'il est dyslexique. C'est un problème qu'il avait réussi à surmonter durant sa jeunesse, en redoublant d'efforts pour réussir sa scolarité et tout ce qu'il entreprendra ensuite. Alors la première série qu'il produit pour son propre compte est la comédie policière Timide et sans complexe. C'est une série complètement déjantée et loufoque, réunissant un détective privé naïf campé par Jeff Goldblum et un escroc adepte du déguisement campé par Ben Vereen. Donc c'est une série qui sera un échec cuisant, annulé au terme de seulement 13 épisodes et qui manqua de faire mettre Cannell sur la paille puisqu'il était endetté de près d'1 million de dollars. Malgré cet échec, Stephen J. Cannell reste positif et il s'accroche à son rêve de devenir son propre patron et crée 2 nouvelles séries. La première, c'est Ralph Super Héros avec William Katt, donc c'est une autre série assez marrante. C'est l'histoire d'un gars qui découvre un costume extraterrestre qui lui donne des super pouvoirs, mais il n'a pas le mode d'emploi et il doit donc se débrouiller comme il peut pour découvrir ses pouvoirs. La série dure 3 saisons et 44 épisodes, c'est un demi-succès, tandis qu'une autre série inédite en Europe, The Quest, compte 6 épisodes, sera un flop. C'est une histoire de course au trésor avec Perry King, celui qui sera Cody ensuite dans la série de détective Riptide. Le voilà avec 2 séries à l'antenne qui vont s'achever bientôt, qui vont être annulées parce que Cannell sent quand le vent tourne et il sait qu'en rebondir. Donc pour continuer à employer les 450 personnes de sa compagnie, il a absolument besoin d'un nouveau succès. Et en plus, c'était une période très difficile de sa vie, sur laquelle d'ailleurs il est resté très discret, parce que le 4 avril 1982, il perd son fils Derek, qui meurt étouffé par un tunnel de sable qui s'effondre sur lui, et le gamin n'avait que 15 ans. Et donc, malgré la souffrance, Cannell continue sa route vers le succès et sa carrière prend un tour inattendu grâce à un homme providentiel nommé Brandon Tartikoff. C'est le jeune et dynamique patron des programmes télé de la chaîne NBC. Il a plein d'idées intéressantes et c'est un visionnaire. Il sait ce que le public veut voir. C'est grâce à lui que des séries comme Cheers, Cosby Show, K2000 ou encore 2 flics à Miami ont pu voir le jour et devenir des gros succès. Et donc, Tartikoff donne une consigne à Cannell, créer quelque chose qui mélange Mad Max avec les 12 salopards et Mission Impossible, mais il faut que Mr. T conduise le véhicule. Mr. T qui était célèbre avec Rocky 3. Alors Cannell crée Agence Touriste avec son copain Frank Lupo et ça sera tout de suite un immense succès, classé à la 4e place des séries les plus regardées par les Américains dès 1983, date de son lancement. Mais elle était détestée par les critiques qui lui reprochaient son côté bande dessinée grotesque et Cannell considère encore à ce jour que c'était une série incomprise. Oh, c'est du plastique. N'essayez pas de me rouler, hein. Je veux sortir le plastique. D'où il peut bien sortir celui-là. Les années 80 donc seront vraiment l'âge d'or pour Stephen J. Cannell. Il crée une multitude de séries enchaînant des gros succès comme Agence Touriste, Eric Hunter, Inspecteur Shock, tout en gérant des demi-succès comme Riptide et Le Juge et le Pilote. Donc au quotidien, évidemment, Cannell ne suivait pas toutes ces séries de A à Z car il ne pouvait pas être partout à la fois. Dans les années 80, il avait plus de 6 séries différentes à l'antenne et donc il travaillait à fond sur la première saison. Il supervisait le travail des scénaristes et quand il sentait que ceux-ci étaient suffisamment à l'aise, il leur passait
passait la main et il partait s'occuper d'autres séries. C'est comme ça qu'il faisait, ça marchait. Donc les héros de séries de Cannell, je dirais, sont la plupart du temps des hommes assez machos sur deux, évoluant dans un univers policier dur, contrebalancé par leur humour. Je vais te faire un cratère de 6 mètres de long sur 3 mètres de profondeur. Et outre les escrocs et les personnages déguisés, Cannell aimait bien aussi écrire des héros en désaccord avec leur hiérarchie. Je sais très bien que tous les deux, on ne s'aime pas beaucoup. Je vous propose de ce fait que nous fassions tout pour ne pas nous rencontrer. Le fait que vous ne m'aimiez pas est le cadet de mes soucis, mais ce qui est grave pour vous, c'est que je ne vous aime pas non plus. C'est noté. D'ailleurs, de son propre aveu, ces héros n'étaient pas non plus anti-système, car ils devaient se conformer aux lois pour arrêter les criminels. Cannell avait aussi un côté plus sensible, car il aimait écrire des scénarios sur les relations père-fils, sans doute à cause du drame qu'il avait vécu, et on les voit sur leur meilleur jour dans 200$ plus les frais, avec Rocky, le père de Jim Rockford, mais aussi au travers de la relation touchante entre le juge Hardcastle et le pilote Mark McCormick dans Le Juge et le pilote. Alors on pourra reprocher à Stephen J. Cannell de ne pas avoir beaucoup mis en avant des personnages féminins forts dans ces séries. Bon, c'était les années 80, mais globalement c'est vrai, sauf peut-être pour Didi McCall dans Rick Hunter Inspector Shock, où la femme flic était l'égale de son partenaire masculin. Est-ce que je dois prendre ça pour un compliment et vous dire, si on se donnait une bouffe? Non, merci, j'ai pas faim. Et c'est ce qui a fait le succès de cette série, puisqu'à l'époque, il y avait quand même aussi d'autres femmes fortes dans les séries policières, Cagney et Lacey. On pourra aussi reprocher à Cannell de ne pas traiter des sujets graves de société comme le viol, l'avortement, le sida. Ces séries sont du divertissement, mais il l'a quand même fait quelques années après avec 21 Jump Street. Mais c'est vrai que c'est assez peu sur l'ensemble de sa carrière. Il laissait ça à ses collègues Steven Bochco et Kenneth Johnson, qui avaient une approche peut-être plus humaniste dans des séries comme Capitaine Furio, La Loi de Los Angeles, V, L'incroyable Hulk. Et donc on pourrait dire que les héros de Cannell ne cherchent qu'à nous divertir et à nous faire un peu réfléchir sur le crime qui gangrène nos sociétés. Mais est-ce que c'est mal? Je veux juste m'assurer que personne ne sera tué, tu comprends? À côté de ses gros succès, Cannell a essuyé plusieurs échecs, mais il en a tiré les leçons et il a toujours été de l'avant. À bien des égards, c'était un visionnaire qui était en avance sur son temps. En 1986, il lance une série policière comique, The Last Precinct, le dernier commissariat, qui s'inspirait un peu des films comédie Police Academy. Et parmi les personnages, on trouve une des premières femmes transgenres à la télévision. Pas de bol encore pour la chouette série politique Tom Bell en 1988 avec un jeune politicien idéaliste, seulement 13 épisodes. C'était une sorte de précurseur de À la Maison Blanche. En 1988, il crée Unsub avec David Soul, Hutch dans Starsky Hutch. C'est une sorte de mélange entre les experts et esprits criminels, où on suit un groupe de flics laborantins qui enquêtent sur des tueurs en série, et donc une série qui baigne dans une ambiance glauque et souvent malaisante, et ça n'a pas marché. Il y a eu à peine 8 épisodes, et puis ça a été annulé. Heureusement, il arrive encore à créer des gros succès comme 21 Jump Street, avec qui révèle donc Johnny Depp, et des succès moyens, mais des gros succès critiques comme Un flic dans la mafia, avec son flic tourmenté d'agents infiltrés en milieu criminel. Et donc on retient surtout une première saison magnifique qui met Vinny Terranova aux prises avec un des plus incroyables méchants de la télé, Sonny Steelgrave, campé par Ray Sharkey. Cannell commence à lancer des séries policières classiques sans grand succès, comme Stingray avec son héros mystérieux, puis Sonny Spoon, un détective roi du déguisement, ou encore le spin-off de 21 Jump Street Booker, mais qui n'ont pas marché, ont été annulés au terme d'une première saison. Dans les années 90, Stephen J. Cannell reste encore très actif, mais il préfère les séries plus matures. Alors il avait regretté d'avoir refusé le projet Deux flics à Miami que NBC lui avait proposé en 1984, et donc il crée une sorte de décalque avec Les Dessous de Palm Beach, qui reste son plus gros succès à ce jour, avec 8 saisons et 176 épisodes, où deux flics enquêtent sur des crimes sexuels chez des riches dépravés de Palm Beach. Bon, c'était sympa, mais pas inoubliable. Même chose pour Le Rebelle avec son flic accusé à tort d'un meurtre, Le Fugitif, et qui devient ensuite chasseur de primes. Bon, c'est des belles images pour une série quand même très classique dans son traitement. Non, c'est vrai. Alors de ces années qui marquent la fin de sa carrière de producteur de séries télé, on retiendra surtout en 1997 Profit avec un psychopathe qui commet les coups les plus tordus pour arriver au pouvoir. La série n'aurait duré que 8 épisodes parce que le public apprend qu'il couche avec une proche de sa famille, et à l'époque c'était une grosse claque pour les spectateurs.
Stephen J. Cannell n'était pas que scénariste et producteur de séries. Il avait du charisme et aimait se mettre en scène dans ses séries. On le voyait déjà à l'arrière des couvertures de romans policiers que lisait Jeff Goldblum dans Timide et Complexe, c'était Mark Savage. Alors quand son agenda le lui permettait, Stephen J. Cannell aimait bien aller jouer des petits rôles dans les séries d'autres producteurs. Il aimait toujours être fun, c'est ça qu'on retient quand on l'entend dans les interviews, il parle toujours de fun, de plaisir. Et donc on l'a vu dans un épisode de Magnum, puis on l'a vu en chauffeur de taxi dans le soap Santa Barbara. Il a encore joué un juge dans la série de flics en VTT Pacific Blue. Mais bon, son rôle le plus important reste celui du méchant le lieutenant Donald Dutch Dixon dans Le Rebelle. Il a incarné ce flic ripou dans plus de 40 épisodes sur 110. Et donc, dans ce rôle de méchant, il s'en tire plutôt pas mal, malgré un léger cabotinage et des mimiques qui font parfois penser au loup des dessins animés de Tex Avery, je trouve. Alors, à la fin de sa vie, on l'a encore pu le voir dans son propre rôle en jouant au poker dans la série policière Castle, qui relatait les aventures d'un écrivain qui aidait la police sur des enquêtes criminelles. Cela nous rappelle quelqu'un. Mais le grand rêve de Stephen J. Cannell était d'être reconnu comme un auteur de romans policiers, un écrivain à part entière. Parce qu'en 1980, déjà, il voulait se débarrasser un peu de cette image de self-made man, de mogul, et son agent publicitaire lui avait proposé de tourner ces petites vidéos, donc on le voit taper à la machine, tirer la feuille qui devient son nom. Son rêve se réalise enfin au milieu des années 90, quand il commence à rédiger des romans policiers qui vont devenir des best-sellers. Il en écrit 16, mettant en scène Shane Scully, un flic de la police de Los Angeles, et donc Cannell abandonne la production de séries et commence une nouvelle carrière de romancier à succès. Et Stephen J. Cannell n'a pas à rougir de son comportement durant toutes ces années séries. C'était un chic type, personne ne s'est jamais plaint de lui, et d'ailleurs voici le bilan qu'il tire de sa propre carrière télé. I've had a very positive career, and that's because I really cared about those actors and the writers that were on the shows and the directors and the post-production people and editors and everybody, and treated them as my friends, and as a result, you know, they became loyal friends, and I've maintained those relationships today. Au final, on retient un palmarès impressionnant. Cannell a créé près de 50 séries, écrit plus de 400 épisodes et produit près de 1500 épisodes sur une carrière longue de 30 ans, de 1968 à 2000. Scénariste, producteur de séries, acteur, romancier à succès, une belle vie bien remplie qui s'achève le 30 septembre 2010. Il meurt à 69 ans d'un cancer de la peau après 46 ans de mariage avec Marcy, son amour de jeunesse, à qui il laisse 3 enfants, Chelsea, Tanya et Cody Allen, le nom qu'il a donné à Perry King dans la série détective Riptide. Son travail ne peut pas se résumer juste à Agence Touriste et Rick Hunter. C'était un auteur brillant, doué pour s'adapter à l'univers constamment en mouvement du monde télévisé, expérimentant, essayant, se relevant après s'être planté, tirant avec sagesse les leçons de ses échecs. Et si vous ne deviez en voir que 5, je vous conseille en priorité $200 plus les frais, Les Têtes Brûlées, Un flic dans la mafia, Profit et Baretta. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces séries ont été éditées par Elephant Film. Je ne fais pas de publicité, mais ils font quand même un très beau travail sur le plan visuel avec des images remasterisées. Donc c'est vraiment des superbes coffrets, je vous les recommande. Et donc les séries de Stephen J. Cannell restent éternelles et font partie du patrimoine de l'histoire de la télévision américaine. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on en revoit des épisodes. À la prochaine.